Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va attendre quelques instants pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. La porte vient juste d'être ouverte, donc vous entrez petit à petit. Bonjour. Donc, bienvenue dans ce webinaire consacré au développement des compétences psychosociales à l'école. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Iris Singer, cofondatrice de Zamizen, et Marie Boll-Besançon, professeure des écoles. Bonjour Iris, bonjour Marie. Bonjour. J'espère que les participants, les participantes nous entendent bien, que la présentation s'affiche bien. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'onglet questions qui est à droite de votre écran. Donc ce webinaire va se dérouler en plusieurs temps. Dans un premier temps, Iris et Marie vont présenter qu'est-ce que c'est que les compétences psychosociales. Ensuite, elles expliqueront la démarche Zamizen et les outils qui ont été développés avec Nathan Maternelle. Et enfin, on devrait avoir un temps pour répondre à vos questions. Donc pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions aussi dans l'onglet questions à droite de l'écran. Et donc on essaiera d'y répondre au fur et à mesure ou bien à la fin du webinaire. Donc, Iris et Marie, je vous laisse la parole. C'est à vous. Merci Jeanne. Bienvenue à tous et merci Jeanne. Alors le titre, je pense qu'il est très parlant, mais là on va rentrer dans le vif du sujet avec Iris et vous parler de cet acronyme qui fait un peu peur, qui fait penser compétences psychosociales à des concepts un peu fumeux, à quelque chose de supplémentaire qu'on aurait par-dessus une pile d'injonctions déjà énorme. Mais non, en fait c'est rien de tout ça. C'est même tout le contraire. Les CPS, c'est tout sauf un truc en plus, et c'est ça qui est génial, vous allez le découvrir avec nous. C'est ce qui est déjà là en fait, tout le temps, dans votre classe, dans votre vie de tous les jours. C'est la manière dont on va gérer par exemple un petit conflit de billes durant la récréation. C'est ce qui se passe quand un élève n'ose pas lever la main pour répondre alors qu'il connaît la réponse. C'est autre chose que l'on ressent quand on réussit enfin à faire ce qu'on pensait impossible. En fait, c'est ce qu'on fait sans s'en rendre compte quand on écoute vraiment quelqu'un. Bref, vous voyez que les CPS, c'est la vraie vie. Et la vraie vie, on ne l'apprend pas dans un superbe tableau Excel. On la vit, on la traverse et parfois elle déborde. C'est très joliment dit, Marie. Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que les compétences psychosociales, c'est aussi un formidable levier pour l'égalité des chances et l'égalité en éducation. Et la bonne nouvelle, c'est que plus on commence tôt et plus l'impact est grand sur la vie et le parcours des enfants. Et on peut avoir cette grande ambition et en même temps prendre beaucoup de plaisir à le faire. Et c'est ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Alors, si vous avez besoin, en bas à droite de l'écran des slides, vous pouvez les agrandir. Vous avez deux petites flèches pour réduire l'écran ou l'agrandir selon vos choix. Donc, au programme, ce que vous a dit Jeanne aussi, les CPS, qu'est-ce que c'est? On vous détaille ça rapidement, on vous donne des liens et puis après, on rentre dans le vif du sujet avec les outils clés en main pour la maternelle, mais pas que. Et on vous propose pour démarrer de nous dire un petit peu en commentaire comment vous vous sentez avec ce sujet des compétences psychosociales, là comme ça en arrivant. On vous propose pour ça une roue des émotions sur laquelle vous trouvez plein d'images de notre héros Voltaire le chat. Et donc chaque image peut vouloir dire différentes choses, donc laissez peut-être l'image vous choisir. Qu'est-ce que ça vous évoque les compétences psychosociales? Et vous pouvez répondre par le numéro correspondant dans le chat. Et puis, l'équipe Nathan et peut-être Jeanne pourront nous dire ensuite quelle était l'ambiance au démarrage. Alors, Marie, j'en profite pour vous raconter un petit peu de quoi on parle quand on parle de compétences psychosociales. Marie l'a bien dit, le mot peut faire peur. On a l'habitude de dire que ça ressemble à un gros gâteau sec, compétences psychosociales, ou à un exercice de diction. Vos compétences psychosociales sont-elles sèches ou archi-sèches? En fait, si on va avoir du côté de nos amis québécois, eux ont choisi une autre terminologie. Ils parlent de compétences de vie.
Compétence de vie, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est tout ce qui va permettre finalement à Poppy la souris, que vous voyez sur ce beau dessin, de traverser la vie. Et vous voyez en haut, on a représenté la vie idéale, telle qu'on pense que ça va se passer. Et puis en bas, on a représenté la vie réelle. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous semble correspondre à la réalité, mais moi, je vois très bien les moments de ma vie où se sont présentés des requins, des serpents à sonnette ou des champignons vénéneux sur ma route. Et tout ce qui m'a aidé à le traverser, eh bien, ça a été la capacité à persévérer dans l'adversité. Ça a été la capacité parfois à demander de l'aide. Ça a été la capacité à trouver des solutions créatives aux problèmes qui se présentaient. Et c'est tout simplement ces compétences de vie qu'on va vouloir développer chez les élèves en commençant très tôt. Et puis, en fonction des tranches d'âge, vous allez voir qu'on ne va pas forcément travailler les choses de la même manière. Là, on va surtout se concentrer sur la manière dont ça se passe en maternelle. Mais donc, c'est tout simplement les compétences qui nous aident à faire face aux situations de la vie quotidienne, qui nous aident à bien grandir. Alors là, maintenant que vous avez en tête ce que sont les CPS, je vous propose de jeter un coup d'œil à cette roue-là, hyper bien faite. Donc, vous voyez que les compétences psychosociales, elles sont réparties en 3 grandes familles, comme proposé sur le site. En fait, on a suivi les données du site Santé publique France. Vous pourrez retrouver le lien d'ailleurs dans le mail. Vous avez conscience de soi, gestion de soi, conscience sociale, compétences relationnelles, prise de décision responsable. Alors, dit comme ça, on pourrait croire qu'on parle d'un programme de coaching pour les adultes. Mais pourtant, tout cela, en fait, ça se construit dès la maternelle et même avant. Bien sûr, pas sous forme de savoir théorique, on est d'accord. Et ici, on voit que on va vous montrer que ce sont des compétences qui se vivent dans le corps, dans les interactions, dans les jeux, dans les conflits aussi. C'est important à noter. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on attend, nous, à l'école maternelle? Ce qu'on vise ici, ce ne sont pas des enfants zen ou parfaits. Ce sont des petits qui apprennent peu à peu à se repérer dans ce qu'ils ressentent, à identifier les autres comme des êtres avec des pensées, des besoins, des émotions eux aussi, et à commencer à réguler tout ça avec l'aide, bien sûr, de l'adulte. Donc, je vais vous prendre quelques exemples dans la roue. On ne va pas tout détailler avec Iris parce que ça serait trop long et c'est dommage. Donc, par exemple, en maternelle, mais aussi chez les plus grands, on va avoir la conscience de soi. La conscience de soi, par exemple, je vous prends des cas concrets en classe. Ça va être capable de dire « je suis triste, j'ai peur ». Ça va être nommer une sensation corporelle. J'ai mal au ventre, j'ai chaud, je suis fatiguée. Et ça, c'est pas inné, en fait, de le dire. Ça s'apprend. On va y aller doucement à travers des rituels comme la météo des émotions que vous avez découvert et que vous redécouvrirez, des jeux de mime ou encore des lectures. Une autre compétence, régulation de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Savoir, par exemple, qu'on peut respirer pour se calmer, qu'on peut trouver une stratégie pour se calmer. Aller dans le coin calme de la classe, serrer fort un doudou ou un coussin, venir tout simplement parler à l'adulte. Ce sont des petites choses, mais c'est tellement important en classe. Ça peut être aussi dire « je suis en colère » sans taper son camarade. Vous la voyez, cette image, vous l'avez souvent en classe. Qu'est-ce qu'on peut, on peut parler aussi, par exemple, de la conscience sociale. Ça serait ici commencer à comprendre que les autres peuvent penser, ressentir différemment de nous. Ça peut être apprendre à réagir quand un camarade est triste. On va aller vers lui, on va prévenir la maîtresse, on va lui proposer un mouchoir, un doudou, un câlin, sans le forcer bien sûr. On va lui poser la question « est-ce que tu es triste ?» Voilà, ce sont des petites choses comme ça. Un autre exemple dans les compétences relationnelles. Vous allez retrouver, par exemple, dire bonjour, tout simplement. Demander un jeu à l'adulte ou à un camarade. Accepter que le copain nous dise non. Ça va être aussi résoudre un conflit avec des mots simples. Alors au début avec l'aide de l'adulte et puis après seul comme un grand. Ça va être jouer ensemble, attendre son tour. Enfin, vous voyez, il y en a plein de ces compétences et tout ça, ça se construit dans la vraie vie de la classe en accueillant les émotions sans les juger, en proposant des supports adaptés, bien sûr, comme le guide qu'on va vous faire découvrir et qui permet d'expérimenter ces compétences à travers le jeu, les histoires et le corps. L'idée, en fait, c'est de placer nos attentes au bon niveau.
C'est-à-dire, un enfant de maternelle n'a pas encore les capacités de raisonnement, d'inhibition ou de verbalisation d'un élève de cycle 3. Et c'est normal. L'objectif, c'est pas de grandir plus vite ici, c'est de l'accompagner là où il en est, avec des outils qui respectent son développement. Et ça, c'est important de respecter le développement de chacun. Bref, ce que je vous disais au début, on ne veut pas des enfants tout calmes, parfaits, obéissants. On cherche des enfants qui apprennent petit à petit à se connaître, à s'exprimer et à vivre avec les autres. Alors, vous l'avez compris, les CPS, ça ne se transmet pas par une leçon ou une fiche à remplir, ça se vit, ça s'explore, ça s'incarne. Et afin de mieux le comprendre, Iris a quelques données à nous proposer. Alors, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'impact des compétences psychosociales sur la vie d'un enfant, je voulais vous partager quelques chiffres. Je sais que les chiffres, parfois, ça peut faire un peu comme ça, mais ces chiffres-là, moi qui suis une peureuse des chiffres, c'est des chiffres qui me font me lever le matin avec le sourire et l'enthousiasme, pour tout vous dire. C'est une étude qui a été publiée par Yann Algan, qui fait partie du Conseil supérieur de l'éducation nationale, en partenariat avec HEC et l'Université de Montréal. Et cette étude, c'est la plus grande étude qu'on ait qui montre l'impact des compétences psychosociales, en l'occurrence sur plus de 20 ans. Ils ont fait quelque chose qu'on a du mal à faire en France, c'est-à-dire une étude avec un suivi de cohorte et un groupe témoin et un groupe test. Donc un groupe d'enfants qui ont été suivis de leurs 3 ans à leurs 12 ans au départ, qui ont simplement continué leur vie comme d'habitude, et puis un groupe d'enfants de 3 à 12 ans qui a bénéficié d'accompagnement sur les compétences psychosociales de leurs 3 ans à leurs 12 ans et sur tous les temps, à l'école, en périscolaire, en famille, donc vraiment dans la continuité éducative. Et ensuite, ils sont allés regarder comment ces enfants avaient grandi à l'arrivée à l'âge adulte. Et là, vous voyez l'écart entre les deux groupes. C'est plus 30% d'accès aux études supérieures et à l'emploi, plus 20% de revenus, parce que ça va avec, moins 40% en ce qui concerne le chômage ou la maladie. Et là, on voit qu'il y a vraiment un enjeu de santé publique aussi, au passage. Et puis, une diminution de 20% des comportements à risque et de la criminalité. Et ces chiffres, on sait qu'ils sont d'autant plus impressionnants que ces enfants, ils étaient issus d'un quartier très difficile, très défavorisé. Donc voilà, moi, c'est vraiment à ça que je pense. Quand je pense aux compétences psychosociales, c'est on va transformer la vie des enfants qu'on accompagne. Et c'est ça qui vraiment me fait rêver. Sachant que pourquoi on dit que de 3 à 12 ans, c'est vraiment un moment clé. En fait, c'est un moment où d'abord, on a un temps qui est assez favorable pour ces apprentissages, et notamment vous en maternelle ou en élémentaire. Vous avez cet avantage d'avoir cette relation privilégiée avec vos élèves. Vous les voyez du matin au soir. Vous êtes vraiment des adultes référents pour eux. À partir du collège, c'est moins le cas parce que les enseignants, ils voient les enfants quelques heures par semaine, pas plus. Vous avez vraiment ce cadre privilégié, cette relation de confiance qui va permettre de développer encore plus efficacement leurs compétences psychosociales. Et on commence tôt parce que c'est des compétences qu'on va devoir entretenir tout au long de la vie. On est toujours en train de les réactualiser. Par exemple, je peux tout à fait aujourd'hui être très à l'aise pour m'exprimer en public. Je peux vous dire qu'il y a 10 ans, c'était pas le cas du tout. J'étais du genre à faire un malaise avant de parler devant une salle. Bon, là, je suis chez moi tranquille, mais aujourd'hui, je fais des conférences aussi devant des centaines de personnes et je suis pas malade. C'était pas le cas avant, donc j'ai appris. Mais peut-être que demain, ces compétences-là, elles vont être complètement, les cartes seront rebattues parce que peut-être je vais vivre un moment difficile et puis ma confiance en moi sera entamée. Et donc, l'important, c'est que je sais apprendre. Et c'est ça qu'on veut apprendre aux enfants, c'est apprendre à développer sa curiosité pour ce monde des émotions, des relations, et apprendre à réactualiser ses compétences tout au long de la vie, au fur et à mesure que les épreuves, les difficultés vont se présenter. Alors, maintenant, on va vous proposer, Iris va vous proposer 3 phrases clés, 3 un peu, on pourrait dire des punchlines pédagogiques qui résument à elles seules l'état d'esprit qu'on essaye d'installer, de vous proposer à travers ce guide et aussi cette formation. Et je suis sûre que d'ailleurs qu'elles vont résonner en vous avec ce que vous vivez au quotidien dans vos classes. On est parti. Alors la première, c'est on n'apprend pas à nager dans la tempête. On s'entraîne au calme quand tout va bien dans l'eau du petit bain, à vrai dire. Et c'est vraiment quelque chose qui est important quand on parle des compétences psychosociales.
Les émotions, je pense sans doute que plein de gens ont l'impression que c'est un sujet léger. Et je pense que tous les gens qui accompagnent les enfants au quotidien savent que c'est pas un sujet facile. Et c'est surtout pas un sujet facile pour les enfants. Quand on a un enfant qui est éruptif, qui fait des grosses colères au quotidien, bien malgré soi, eh ben, on n'a pas très envie d'entendre parler de la colère. Et donc, l'idée, c'est d'amener les apprentissages quand tout va bien et pas au moment où la crise arrive. Quand tout va bien, quand tout se passe bien, on peut parler des émotions difficiles, comme la colère, comme la peur. Et comme ça, le jour où la situation difficile se présente, on est préparé, on s'est entraîné au calme et on va pouvoir faire référence aux apprentissages qu'on a fait par le passé. Et puis, quand le climat est plus houleux, on peut continuer à parler des compétences psychosociales et des émotions, mais peut-être qu'on parlera plutôt des émotions faciles. La deuxième, c'est parce que je me plante que je pousse. Cette phrase-là, je l'amène ici parce qu'il y a un peu, j'entends beaucoup dans les freins à se lancer, chez les enseignants avec qui je peux parler, une crainte qui est la crainte de ne pas être suffisamment préparé, de ne pas se sentir légitime. C'est toujours quelque chose qui me surprend parce que vous êtes quand même enseignants, les grands experts des enfants. Mais souvent, les experts doutent d'eux. Voilà, c'est ce qui se passe. Et donc, il y a des doutes qui sont là et qui peuvent empêcher de se lancer. Or, quand il s'agit des compétences psychosociales, il ne s'agit pas d'être des sachants, des super sachants, pas du tout. En fait, on pourrait être un grand expert des compétences psychosociales et être incapable d'apprendre quoi que ce soit à des enfants. Ce qu'il faut pour apprendre les compétences psychosociales aux enfants, vous l'avez déjà parce que vous les connaissez très bien. Et donc, il s'agit simplement de cultiver au sein de la classe cette curiosité pour le sujet, montrer que vous aussi vous expérimentez, que peut-être on va pouvoir essayer des stratégies, peut-être qu'elles ne fonctionneront pas du premier coup, peut-être que ce ne sera pas les bonnes et c'est pas grave. C'est vraiment l'objet d'apprentissage, c'est cette expérimentation sur nos émotions, nos relations et on va apprendre ensemble sans complexe. C'est vraiment ça l'enjeu, c'est permettre aux enfants, en leur montrant que vous aussi, vous vous lancez avec confiance et les enfants auront confiance avec vous. La dernière, c'est on peut tous faire comme Voltaire. Voltaire, c'est le héros de nos aventures. En fait, quand on s'est lancé sur le sujet des compétences psychosociales en 2018, il n'existait rien sur le sujet. Donc, on s'est assis au fond de la classe et on a commencé à tester avec les enseignants. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour apprendre aux enfants, il ne fallait pas expliquer, il fallait leur montrer. Les compétences psychosociales, c'est quelque chose qui s'expérimente et qui se vit. Et donc, on utilise ce personnage de Voltaire, qui est un chat comme tous les enfants, puis comme tous les adultes, en fait. Il se met en colère, il doute de lui, il a peur. C'est pas un super-héros parfait. Et comme Voltaire n'est pas un super-héros, ça paraît tout simple de faire comme lui. Donc, notre grand succès, celui dont je suis le plus fière, en fait, c'est la capacité de Voltaire à rallier les enfants, à leur créer de l'attachement et à leur donner envie d'essayer à leur tour. Alors, là, ensuite, avant de plonger dans un exemple spécifique de séance sur une page, on vous montrera après, on voulait vous dire 2-3 mots sur le guide pédagogique. D'abord, rassurez-vous, ce qui est important de savoir, c'est que vous faites déjà énormément de choses dans vos classes et vous le faites bien. Ce guide, il n'est pas là pour tout changer. Il est là pour vous soutenir, pour vous proposer des idées concrètes, pour vous mettre un peu comme dans des petits chaussons, voilà, parce que des fois, quand on commence une nouvelle séquence ou un nouveau projet, on a un peu de mal à visualiser ce que ça peut donner et on a un peu d'inquiétude. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, on vous accompagne ici pas à pas si vous débutez dans ce type d'enseignement. Et pour les autres, super. Et donc, ce guide pédagogique, on l'a structuré en 5 périodes, bien sûr, c'est pratique. Vous irez à votre rythme. Avec, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, avec période 1, la météo des émotions. En période 2, l'attention sans tension, ouf. La période 3, la confiance en soi. La période 4, la colère, bien sûr. Et la période 5, la tristesse. L'empathie. L'empathie. Oh, pardon. Je suis désolée, voilà, un petit coup de stress aussi. Donc, vous pouvez avancer. On commence toujours dans les séquences par découvrir par le corps. Puis, on développera tous ces points-là après. Ensuite, comprendre par l'histoire, apprendre en chantant, expérimenter, puis on vous propose des jeux de calme et d'attention et aussi des rituels. Vous avez 2 solutions pour avancer, 2 vitesses, soit à fond,
en suivant la progression complète, avec un emploi du temps si vous avez besoin de vous appuyer dessus, soit tranquille, c'est-à-dire qu'on a envie de découvrir mais sans stress, et on pioche des éléments selon ses besoins, selon son rythme, selon vos priorités du moment en fait. C'est ça qui est chouette. Et surtout, ce qui est important, ce qu'on voulait souligner ici, et qu'on vous a déjà dit, mais c'est important de le rabâcher, c'est pas un truc en plus. Ces propositions, elles s'intègrent pleinement dans les attendus du programme. Hein, par exemple, on va faire la séance de découverte par le corps, et ben ça sera une séance de motricité ou d'expression corporelle qui apparaît dans le domaine agir et s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique. Une séance de langage, bah, ça peut être du langage oral ou du langage écrit, dans mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Une chanson, vous savez qu'elles apparaissent dans mobiliser le langage et agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques. Bref, on est au cœur des apprentissages et des programmes, aucun souci. Et ce qui est important là de souligner en plus, c'est que c'est un levier fort pour le climat de votre classe, pour la coopération, pour le développement global des enfants et donc pour le reste des apprentissages. Donc, on a fait des séances du guide très détaillées. Vous le verrez après, je vous le montrerai. C'est volontaire. Et puis là, on va passer à la découverte par le corps. Alors, pourquoi on commence par le corps? Quand on parle des émotions aux enfants, il y a toujours un écueil qu'on veut éviter. On veut surtout pas que les enfants pensent que les émotions, ce serait quelque chose d'évanescent, d'abstrait, d'inaccessible. J'ai toujours en tête qu'il y a des familles où les émotions, c'est un tabou total, hein, on n'en parle jamais, c'est quelque chose qu'on considère être un peu du domaine de l'intime ou avec lequel on n'est pas à l'aise et on n'y touche pas du tout. Il y a aussi des familles où on ne demande pas du tout aux enfants comment ils vont. Et donc, il y a certains de nos élèves, et en particulier en maternelle, qui partent de très, très loin. Et donc, il faut leur donner l'occasion de comprendre que l'émotion, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est d'abord un ressenti corporel. Et comment on va apprendre ça? Par exemple, quelque chose de tout simple, en maternelle, comprendre la différence entre tension et détente, c'est quelque chose d'essentiel pour savoir être attentif. Savoir être attentif, c'est une des compétences psychosociales qu'on va chercher à développer. Comment on fait pour être attentif? Si je pose la question à des enfants, ils vont devenir tout rouges et être concentrés comme ça. Si vous faites le test de demander aux enfants comment vous faites quand vous devez être concentrés, ils sont comme ça. Évidemment, quand je fais ça, je ne suis pas attentive du tout. Je suis en train de me dire, il faut que je sois concentrée, mais en fait, je suis beaucoup trop en tension. Et l'attention, c'est comprendre comment je peux être juste assez tonique pour être bien présente, mais assez détendue pour pouvoir aussi comprendre, accueillir ce qui se passe. Voilà, un exemple de ce qu'on travaille à l'occasion des séances de motricité. Hop. Et Marie, je te laisse faire la visite guidée. Alors, là, on vous a mis une double page d'une séance donc, de motricité, de découverte par le corps. Vous voyez, c'est assez complet, ça a l'air assez dense, mais c'est parce qu'on a vraiment tout détaillé pour que vous soyez vraiment, que ça soit clé en main pour vous, un petit pas à pas, tranquille. Donc, vous avez bien sûr les objectifs, le matériel nécessaire et les modalités de travail. Vous avez à gauche le QR code qui vous permet, si vous ne vous sentez pas encore à l'aise avec les propositions faites de motricité ou que vous voulez participer avec les élèves sans vous préoccuper du reste, vous avez la magnifique voix d'Iris qui vous donne les consignes à proposer aux élèves. Vous voyez que dans la partie orange, vous avez une petite partie éclairage où on vous donne des petites clés pour comprendre pourquoi on a fait ça et parler par exemple de recherche, de petites choses qui sont intéressantes par rapport au sujet. Donc, on a sur la gauche ou la droite, vous voyez, c'est la petite souris Poppy, on vous a proposé des petites astuces qui sont bien pratiques parfois selon ce qu'on veut faire, ou un petit changement ou un petit truc en plus quoi, qui peut être pratique dans nos propositions. Donc là, vous voyez qu'après, vous avez la première activité qui s'appelle Entrée à pas de tortue. En noir, vous avez ce que vous devez faire. Bien sûr qu'après, quand on maîtrise, on n'en a plus besoin, mais au début, ça aide. Et en bleu, vous avez les consignes à donner. Comme ça, vous avez vraiment quelque chose, bah, je répète un peu beaucoup, mais un pas à pas qui vous... Voilà, vous êtes vraiment à l'aise pour vous lancer tranquillement. Et puis après, de toute façon, on sait que quand on maîtrise,
On peut se passer de tout ce détail, mais au début, ça aide. Et ce qui est important aussi, vous voyez en bas, là, on a une petite partie différenciation. Vous en retrouvez dans quasiment toutes les séances pour vous faire des propositions de différenciation en fonction de l'âge de vos élèves, de leur niveau, de leur capacité. Voilà, on a essayé de penser à tout pour que vous soyez bien dans ce guide. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour, mais si tu pensais à quelque chose, Iris? Sur la découverte par le corps et le guide, non, ça me paraît super clair. Ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est que dans l'éclairage, on donne aussi parfois des clés de posture. Voilà, des enjeux sur comment on accompagne, comment on peut accueillir, par exemple, une remarque des enfants. Voilà, on rentre vraiment aussi dans ce détail-là. Et la partie audio, elle est très chouette parce que ça permet, en fait, finalement, d'être en kit main libre. On sait que parfois, on a besoin d'être plutôt à côté des élèves que de face à eux. Donc, c'est aussi pour ça qu'on y a pensé. Sachant que si vous êtes à l'aise pour guider vous-même, bah, c'est super. Mais ce qui est chouette, c'est que vous puissiez faire en même temps qu'eux et vivre le moment avec eux aussi. Alors, on passe à la partie comprendre par l'histoire. Donc, avant de découvrir la magnifique histoire, une des magnifiques histoires que va vous lire Iris sur le chevalet, je voulais vous dire quelques mots sur le guide et les séances de langage. Hein, elles ne sont pas descendues du ciel par l'opération du Saint-Esprit, elles s'inspirent de travaux de chercheurs. Donc là, on s'est inspiré de Pierre Péroze et de Marie-France Bishop, que vous pourrez retrouver souvent sur des recherches de l'IFE. Ce sont deux chercheurs qui ont fait beaucoup avancer la réflexion sur le langage à l'école, et donc on s'appuie sur quelque chose qui fonctionne bien en classe et surtout qui a été prouvé par la recherche. Donc Marie-France Bishop, elle va plutôt mettre l'accent sur la compréhension implicite, c'est-à-dire aider les élèves, les enfants à aller au-delà de ce qu'ils voient, à imaginer ce que ressentent ou ce que pensent les personnages. Cela va permettre en fait là de développer à la fois leur compréhension fine et les CPS comme l'empathie ou la coopération en se mettant à la place d'eux. Et puis de l'autre côté, la pédagogie de l'écoute de Pierre Péroze, ça nous invite à valoriser toutes les prises de parole, même les hésitations, même les répétitions, parce que ça permet à certains élèves de se lancer, de prendre confiance, d'oser. Voilà. Et ce qu'on voulait préciser aussi, ce qu'on a dit déjà tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois, on a pensé à de nombreuses pistes de différenciation pour que vous puissiez vous adapter à la diversité de vos élèves. Par exemple, je vous donne quelques exemples. On peut reformuler l'histoire de manière plus simple pour ceux qui ont du mal avec le lexique, ou relancer avec une fausse émotion pour susciter les réactions des enfants. On peut aussi rejouer certaines scènes avec des petites marottes qu'on a prévues dans le guide, ou les marionnettes, pas les marionnettes, les peluches que vous avez vues avec Iris tout à l'heure. On peut reprendre une séance en petit groupe. Je vous dis ça sans le détailler, mais voilà, on vous a fait vraiment aussi un pas à pas au niveau de la différenciation. Donc maintenant, voilà l'esprit dans lequel on voulait que vous vous invitez. Maintenant, place à l'histoire, vous pouvez agrandir là, mettre l'image d'Iris en grand écran si vous le souhaitez sur la droite de sa petite photo. Comme ça, vous verrez le chevalet en gros plan. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, j'ai ici le chevalet qui est bien stable, bien costaud. Et au dos, hop, j'ai mon texte, un peu comme sur un kamishibai pour ceux qui connaissent, qui me permet de lire l'histoire. Et puis, j'ai les questions également qui sont derrière pour mener ma séance. Et je vous propose de découvrir l'histoire de Voltaire. Quand il boit son lait dans son bol, Voltaire n'aime pas être dérangé. Mais parfois, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Voltaire se sent très en colère. Va-t-il souffler, donner un coup de patte ou bien quitter sa place? Surprise, Voltaire choisit de ne rien faire du tout. Il s'arrête et marque une pause, pendant laquelle il tourne son attention vers sa respiration.
Il observe l'émotion qui monte, les sensations dans sa poitrine et son ventre, dans sa tête et dans son cœur qui bat fort. Et je ne spoile pas la fin pour que vous gardiez la surprise. Parfait. Merci, Iris. Donc vous voyez qu'ici, les histoires de Voltaire, c'est toujours avec un trait qui est très épuré, très calme. On l'a vraiment pensé pour qu'il soit le plus accessible possible, y compris par exemple pour les élèves qui sont allophones ou les élèves qui ont des difficultés de compréhension. Le trait est simple, il est épuré, et il permet de faire passer les messages vraiment de manière très limpide, sans créer d'interférence. Voilà. Oui, c'est ça. Il est facile de se concentrer en fait sur l'illustration puisqu'elle est sobre. C'est parfait. Un petit mot maintenant sur la place des chansons. Alors là, on vous passe les slides. C'était au cas où ça ne fonctionne pas. Au cas où on a un petit souci, mais tout a bien fonctionné. C'était super. Donc, un petit mot sur la place des chansons dans notre approche. Elles ne sont pas là juste pour faire joli ou détendre l'atmosphère. Hein. Elles jouent un rôle essentiel. On le sait tous, les chansons apprises dans l'enfance, mais vous vous en souvenez tous, hein, elles laissent une empreinte. Et puis, on entend souvent les enfants les chanter partout, dans la cour, à la maison, dans la voiture, sur le chemin. Et elles deviennent en fait un vrai support affectif et sensoriel, vraiment très fort. Dans notre travail avec les émotions, elles vont faciliter l'identification, la mémorisation et l'expression de manière plutôt douce, répétée et bien sûr toujours joyeuse avec les amis zen. Donc, on va vous proposer, Iris va chanter et s'accompagner de la guitare. Nous, on va vous laisser, on va vous proposer l'accompagnement qu'il y aura au niveau des gestes à faire. Et sachez que bien sûr, toutes les chansons sont proposées avec QR code. Voilà. Ce que je peux ajouter, c'est qu'ici, je vais vous chanter une chanson qui est vraiment pour la maternelle. Toutes les chansons de Voltaire sont adaptées aussi pour les plus grands, avec des textes qui sont plus longs, plus complexes. Voilà, on a vraiment à chaque fois une différenciation entre le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3. Ici, c'est vraiment pour permettre aux petits de rentrer dans les apprentissages par le chant. Dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, je ne sais pas. Dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Je regarde, 1, 2, 3. Quelle est ta météo aujourd'hui? Soleil ou pluie? Quelle est ta météo, mon ami? Dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Des nuages, c'est l'orage. Je crois que j'étais fâchée. Maintenant, c'est passé. Quelle est ta météo aujourd'hui? Soleil ou pluie? Quelle est ta météo, mon ami? Ah, merci Iris, c'était magnifique. Petit moment de détente et de bien-être. Donc cette chanson, en fait, elle est là pour rappeler aux enfants cette question très simple, mais tellement importante, et qu'on a envie qu'ils pensent régulièrement à se poser. Comment je me sens maintenant? Quelle est ma météo aujourd'hui? Et se souvenir aussi que si à un moment donné, la pluie ou l'orage arrive, eh bien, pas d'inquiétude. Comme les nuages sont chassés tôt ou tard par le vent, et ben, l'émotion difficile, elle va passer. Et ça, c'est très important, très rassurant pour les enfants de se souvenir que c'est pas parce qu'on arrive avec un chagrin le matin à l'école qu'il ne va pas disparaître dans 5 minutes dès que j'aurai retrouvé les copains, les copines. Et j'ai oublié de dire une petite chose, mais on a aussi ajouté avant, excuse-moi Iris, est-ce que tu peux revenir sur la slide précédente? On vous a proposé des gestes associés parce que ça renforce cette appropriation en faisant passer, passer le sens par le corps, comme pour découvrir par le corps. Donc voilà, hein, ouais, vous les avez. Chevalet.
sur le chevalet. Voilà, excuse-moi, j'avais oublié cette petite information, mais très importante, je trouve. Alors, ensuite, on passe à expérimenter. Expérimenter, en fait, vas-y, tu voulais dire? Vas-y. Expérimenter, s'exprimer, chez nous, dans le guide, c'est essentiel. Les enfants, on sait qu'ils apprennent en jouant, en bougeant, en s'exprimant, en testant et surtout aussi en faisant semblant. Et ça tombe bien, c'est ce qu'ils font naturellement avec une spontanéité, une justesse souvent bluffante. Vous les avez déjà vus vous imiter jouer à la maîtresse, c'est bluffant. Donc voilà, ces jeux de rôle, ils vont leur permettre, ce qu'on propose dans le guide, c'est de prendre conscience de ce qu'ils ressentent, de repérer les signaux qu'ils envoient pour mieux comprendre ce qu'ils vivent et ce que vivent les autres. C'est une vraie école de l'empathie, en fait. Et peut-être pour illustrer par un exemple de séance qu'on peut faire en jeu de rôle avec les enfants, que ce soit d'ailleurs en maternelle ou en élémentaire, ça c'est un jeu de rôle qui marche bien pour tous les âges, à condition d'adapter un petit peu les choses. Le principe, c'est ça t'aiderait si. On propose aux enfants d'incarner un personnage. Alors nous, on s'appuie sur Voltaire ou sur son ami Poppy, par exemple. Un enfant va pouvoir incarner Voltaire et raconter, par exemple, une fois où il a eu à la fois très envie de faire quelque chose et en même temps très peur d'y aller. Alors pour les petits, souvent c'est sauter du haut de ce mur qui est dehors, juste en face de l'école, c'est s'accrocher à la barre sur le toboggan, c'est descendre la pente sur un petit vélo. Toutes ces choses-là, voilà. Donc l'enfant qui incarne Voltaire, qui peut d'ailleurs tenir Voltaire dans ses mains, dans ses bras si ça l'aide, raconte son histoire. Et les autres vont lui proposer des solutions, mais attention, en commençant toujours la phrase par « ça t'aiderait si ». Le principe, c'est on a envie en fait de développer une empathie vraiment structurée, mature chez les enfants. Et donc, ça passe par ne pas préjuger de ce dont l'autre a besoin quand il est en situation de difficulté. Donc, on commence toujours par lui demander si ça l'aiderait. Voilà. Ça t'aiderait si je te tenais la main. Ça t'aiderait si on s'entraînait tous les deux. Pour les tout petits, une manière de faire cette activité, parce que improviser, c'est difficile en petite section, même en moyenne section, ça peut être vous-même d'incarner Voltaire et de raconter vous-même l'histoire aux enfants qui vous répondront avec des satés de récits. Alors, ensuite, on vous propose dans le guide des jeux de calme et d'attention. Donc, vous voyez qu'on a de nombreuses activités proposées quand même, et certaines, comme celle-ci, elles vont viser à développer l'attention, le calme intérieur. Ça va être des jeux simples, des jeux courts que vous allez tester avec Iris après, enfin un, qui vont permettre aux enfants de s'arrêter un instant, de se recentrer, de respirer, de se calmer. Mais quand on parle de calme, il ne s'agit pas là de faire taire ou de figer l'enfant. L'excitation, on sait qu'elle fait partie de l'enfance et c'est génial. Elle est joyeuse, elle est vivante, elle est parfois débordante et souvent, mais ce n'est pas un problème en soi. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à reconnaître quand on a besoin de redescendre, de poser son corps, d'orienter son attention vers l'intérieur. C'est un vrai apprentissage et un levier puissant pour les émotions, comme pour les autres apprentissages, et ça, c'est vraiment important. Voilà, donc c'est une démarche. On est parti de projets existants comme le projet Atoll de Jean-Philippe Lachaud, qui montre par le biais de ce projet que justement ce type de jeu de calme et d'attention, il est hyper intéressant, que ce soit en maternelle, mais je vous assure que ceux-ci fonctionnent en cycle 3 puisque je les ai testés sans problème. Donc maintenant, on va vous proposer de vivre un petit jeu qui s'appelle « Je touche, je sens ». Juste en 2 mots pour introduire Je touche, je sens, qui fait partie un peu de notre boîte à outils de jeux de calme et d'attention. Ce premier jeu, il est vraiment là pour développer la conscience de soi, la conscience corporelle. On a parfois des adultes qui sont incapables de dire comment ils se sentent ou qui n'ont pas forcément conscience de leur corps. Parce que c'est pas inné, je crois que Marie, tu l'as dit en introduction, c'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend en fait. Et donc, pour développer la conscience du corps et permettre de développer la conscience des émotions, il faut aider les enfants en créant des paliers. Ce jeu, il sert vraiment à ça. Le principe,
Vous êtes face à vos élèves, vous faites et ils font en même temps que vous. Et vous formulez à chaque fois, chaque étape. Et je vous propose de faire avec nous derrière votre écran. Vous allez voir, c'est assez agréable. Je touche mon front. Je sens mon front sans le toucher. Je touche mes oreilles. Je sens mes oreilles sans les toucher. Je touche mon nez. Je sens mon nez sans le toucher. Je touche mes joues. Je sens mes joues sans les toucher. Je touche mes épaules. Je sens mes épaules sans les toucher. Je touche mes coudes. Je sens mes coudes sans les toucher. Je touche mes genoux. Je sens mes genoux sans les toucher. Je touche mes pieds. Je sens mes pieds sans les toucher. Et on peut faire comme ça toutes les parties du corps. Alors avec les tout petits, vous n'êtes pas obligé de beaucoup détailler. On peut se limiter à quelques parties du corps qu'ils connaissent bien, hein. Tête, ventre, jambes. Et plus on avance avec les grands, et plus on peut rentrer dans le détail des parties du corps. Ça permet au passage d'apprendre des parties du corps, hein. C'est toujours une occasion. Et c'est vraiment un moment où on apprend à tourner son attention vers l'intérieur, vers les sensations du corps. Et c'est cette étape-là dont on va avoir besoin pour savoir ensuite comment on se sent, pour aller chercher l'information en fait là où elle se trouve. Ensuite, les enfants n'auront plus besoin de toucher pour sentir leurs joues sans les toucher. Et je rajouterais juste, Iris, une chose là. Tu as dû accélérer un petit peu parce que on est pressé par le temps, mais voilà, avec les enfants, on prend vraiment le temps, très doucement, de faire toutes les étapes pour qu'ils aient le temps d'intérioriser ce ressenti. Oui, et puis vraiment de profiter du moment qui est un moment agréable en fait. Et peut-être vous vous rendrez compte que pour certains enfants, se poser quelques secondes même, c'est pas si facile. Mais en fait, souvent, c'est ceux qui en ont le plus besoin, pour qui c'est le plus compliqué. Et assez rapidement, les enfants comprennent et trouvent leur confort dans ces moments-là, qui sont des moments où finalement, on peut aussi laisser retomber un certain nombre de choses. On peut retrouver une certaine détente dans le corps au passage. C'est vraiment l'occasion d'une détente parce que quand je sens mes joues sans les toucher, je peux aussi penser à les détendre et ainsi de suite. Et puis au début, vous aurez des enfants qui auront du mal à se mettre dans leur petite bulle, mais ça viendra au fur et à mesure. Et vous aussi, prenez du plaisir à le faire parce que c'est agréable aussi pour nous de faire ce genre de jeu de calme et d'attention. Et j'ajouterais que si les enfants voient que c'est agréable pour vous, ils auront encore plus envie d'essayer. Exactement. Alors, parmi les piliers de cette démarche, vous avez pour finir les rituels. La répétition, on sait qu'elle va jouer un rôle essentiel dans les apprentissages et les rituels offrent un cadre rassurant, prévisible, on le sait, hein, les études l'ont prouvé, dans lequel les enfants peuvent peu à peu s'engager pleinement. Et dans le guide, un rituel autour de la météo des émotions, elle est proposée, et il évolue au fil des périodes. Il va commencer par une question très simplement, une question rituelle très simple. Comment tu te sens ce matin ? C'est une vraie invitation à tourner son attention vers soi, vous allez voir ça avec Iris, à prendre conscience de ce qu'on ressent, de son rythme intérieur, de sa respiration et même de sa chaleur corporelle. Donc, voilà, vous allez le vivre un peu rapidement, mais vous allez le vivre avec Iris qui va vous le faire découvrir. Alors, sur la météo des émotions, sans doute, certains d'entre vous le font déjà avec leurs élèves. Il y a plein de manières de le faire. La première chose que j'aurais envie de dire, là ici j'ai le tableau avec moi, qui est le tableau qu'on a fait avec Nathan, qui est un tableau bien costaud, qui permet la manipulation et on sait que c'est important pour les petits. Bien sûr, on peut aussi le faire avec ses propres cartes, il y a plein de manières de s'y prendre. Donc la première chose, c'est de proposer aux enfants de prendre un petit temps pour se poser la question. Comment je me sens maintenant ? C'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir tout de suite, et même pour nous adultes, parfois, ce sera une question difficile certains matins. Donc, on prend vraiment le temps de se poser quelques secondes, peut-être avec la main sur le ventre. On sent le ventre qui se gonfle comme un ballon, peut-être 2-3 fois, juste le temps de prendre le temps de se poser. Et on se pose vraiment la question pour soi-même. Comment je me sens ? Et ensuite, on va proposer aux enfants
de choisir sur la roue des émotions, que je vous projette en même temps, une image qui leur semble correspondre à ce qu'ils ont observé. L'image de la météo, pour nous, elle est importante parce qu'elle permet de montrer que les émotions, comme je vous disais, elles sont changeantes. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ce matin, il y a un gros chagrin que le gros chagrin, il va durer toute la vie. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Un enjeu pour nous, ça va être de vraiment montrer aux enfants que toutes les émotions sont bienvenues. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Il y a des émotions faciles ou difficiles. Et donc, ce sera très important de valoriser toutes les participations au même niveau. Et j'ai envie de dire de ne pas trop valoriser les participations où les enfants expriment de la joie. On est tous tentés, moi la première, quand un enfant dit qu'il se sent comme ça, avec un grand soleil, hop, de dire « Ah, c'est bien, t'es content ». Sauf que si on fait ça, surtout avec les petits, le risque, c'est qu'ils vont penser que la bonne réponse, c'est l'émotion joyeuse, facile, positive. Or, nous, ce qu'on veut, c'est que toutes les émotions soient bienvenues et que tout le monde se sente à l'aise de participer. Et donc, on va simplement répondre « D'accord, tu te sens comme ça ». On prend note, c'est ça, ok. De la même manière, quand un enfant exprime que c'est pas la grande forme, gros chagrin d'école aujourd'hui, bon, on va éviter d'avoir l'air trop désolé pour lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne montre pas d'empathie, mais on lui montre aussi qu'on a les épaules solides. Voilà, tu as un chagrin, je suis capable de l'entendre parce que je suis adulte et parce que les enfants sont très protecteurs de nous les adultes, il faut s'en rappeler. Et donc, on peut les rassurer en leur montrant que nous, ça va, on peut entendre. Et puis, éventuellement, on peut dire, est-ce que tu veux qu'on en parle tous les deux tranquillement après le rituel? Voilà. Un dernier point important, c'est que l'objectif, c'est que tous les enfants puissent participer. Et je pense notamment aux enfants qui sont plus timides, aux enfants qui sont allophones, aux enfants qui n'ont pas l'habitude qu'on leur pose la question « Comment ça va ?» Ces enfants-là peuvent répondre par une image et pas forcément par un mot. On peut ensuite leur demander « Qu'est-ce que ça veut dire pour toi cette image ?» Mais déjà, le fait de choisir une image, c'est participer. On peut dire qu'on ne sait pas. Voilà, le « je ne sais pas », il est important aussi. Et puis, on peut valoriser la capacité à écouter les émotions des autres. Dans l'activité, c'est tout aussi important pour développer l'empathie que les enfants apprennent à écouter les émotions des copains, des copines. Voilà. Chez les petits, on simplifie le nombre d'images, c'est vraiment important. Chez les plus grands, on peut travailler avec des jeux de cartes qui sont plus complets. On va pouvoir densifier et diversifier les images. Et puis, c'est un rituel évolutif. Là, par exemple, vous voyez, une fois qu'on a identifié qu'on est en colère, on peut se demander si c'est une petite colère ou une grosse colère sur l'échelle des émotions. Et puis, on peut se demander qu'est-ce qui pourrait aider notre colère à redescendre un petit peu si on en a envie. Voilà. C'est l'occasion aussi de partager les bonnes pratiques que les enfants ont peut-être déjà. On va pouvoir apprendre les uns des autres au sein de la classe. L'échelle des émotions, on peut aussi la faire avec le doigt. Grosse colère, petite colère. Ça, c'est l'étape d'après, une fois qu'on a identifié son émotion. J'ajoute quelque chose qui est important. Parfois, on aura chez les petits des enfants qui vont dire « j'ai faim » ou « j'ai soif ». Et on pourrait penser que ce n'est pas une bonne réponse. Mais en fait, ça l'est totalement parce que le geste qu'on fait pour savoir si on a faim ou on a soif, c'est le même geste qu'on fait pour savoir si on est triste ou en colère ou content. C'est le geste d'attention au corps en réalité. Et donc, on peut aussi valoriser ces expressions-là. Hop. Un petit mot pour conclure avant d'ouvrir les questions. On se dépêche. On se dépêche. Juste pour dire que le programme Zamizen, il est testé sur le terrain depuis longtemps, depuis 2018. On a reçu le soutien du ministère de l'Éducation nationale avec un label qui s'appelle EduUp. Et on mesure l'impact de notre action chaque année aux classes auprès des enseignants utilisateurs. Et on a pu observer que plus de 90% des enseignants constataient des changements positifs sur l'attention des enfants, la gestion des émotions et les relations de confiance entre enseignants et élèves et au sein de la classe. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui nous encouragent à continuer. Et la mesure d'impact, c'est ce qui permet aussi de faire évoluer les outils dans le bon sens. Alors du coup, on ne fera pas la petite partie du bas, mais sachez, comme on va bientôt se quitter, avant, on voulait prendre le temps quand même de répondre aux questions, un petit temps pour répondre aux questions, un maximum de vos questions dans le chat ou celles que vous avez envoyées. Et si besoin, en bas à gauche, on vous a mis nos pseudo Insta, les Amis Zen ou Teacher Pirouette, comme ça. Si vous avez des questions qui vous restent
ou de nouvelles interrogations, n'hésitez pas à venir nous les poser sur Instagram ou bientôt sur le groupe Facebook. Donc Jeanne, c'est à toi, c'est ça? Oui, merci beaucoup Marie, merci Iris, c'était passionnant, très concret et voilà, je pense que ça donne envie d'y aller. Alors, sur les questions qui sont intervenues pendant le webinaire, on avait une remarque de Laura qui disait que par rapport à la continuité avec ce qui peut se passer à l'école et dans les familles, elle écrit « J'ai l'impression que nous avons moins d'impact avec ce qui se passe pour nos élèves une fois à la maison. Difficile pour eux de se repérer. Est-ce qu'il y a des astuces ou des outils auxquels vous pensez pour justement aider à cette continuité avec les familles sans intrusion, mais dans une logique de coéducation? Alors, on y a pensé. Alors, Ouais. Comment? Oui, tu veux en parler ou je... Non, vas-y, on y a pensé déjà, c'est top. Alors effectivement, la continuité éducative, que ce soit avec le famille ou même avec le périscolaire, on sait à quel point elle est importante parce que il faut qu'il y ait une cohérence pour l'enfant entre les différents temps. Et on peut parfois se demander si les choses qu'on travaille en classe ne sont pas détricotées ensuite. Une manière qui nous est apparue très naturelle dès qu'on a commencé à développer le programme Zamizen, c'est le fait que les enfants faisaient un bout du travail un peu spontanément. Parce qu'ils parlent de Voltaire à la maison. Les enfants s'attachent très fort aux personnages imaginaires qui leur parlent. Et donc, on a eu des exemples de parents qui racontent au maître, à la maîtresse, que par exemple, pendant un conflit entre frères et sœurs, l'un des deux part dans sa chambre en disant « je vais faire comme Voltaire », là où d'habitude ça aurait fini en bagarre. Voilà. Un exemple concret où les enfants réinvestissent ce qu'ils ont observé chez Voltaire le chat dans le quotidien de la maison. Dans le guide, la manière dont on vous propose de le faire, c'est en proposant aux enfants de repartir à la maison avec la mascotte. Voilà, le temps d'un week-end. On pourra avoir son petit journal de bord des émotions avec Voltaire. Et puis, les albums, c'est aussi un point d'entrée assez chouette pour les parents parce que ça permet de lire en famille. Il y a aussi des petites activités. Un grand chevalet à la maison. Voilà, les petits albums, ils sont vraiment accessibles pour les familles. Et puis à la fin, on a un jeu à faire qu'on peut faire par an pour expérimenter à partir de l'émotion qu'on a pu découvrir dans l'histoire. Voilà. Une bonne manière de faire aussi, nous, on vous propose une lettre qui est téléchargeable pour déjà informer les familles du projet pédagogique. Dire, voilà, les enfants vont rencontrer Voltaire, voilà ce qu'on va apprendre avec lui. Et c'est une manière de les impliquer déjà un petit peu en les tenant au courant du projet. Sans être intrusif, comme tu le disais tout à l'heure, Jeanne. Merci pour ces réponses. On a plusieurs questions aussi d'enseignants ou d'enseignantes qui ont des classes à 2 niveaux ou à 3 niveaux et qui donc se demandent avec comment adapter le programme qui a été présenté sur 5 périodes. Voilà, si elles suivent les enseignants, les élèves, pardon, sur plusieurs années. Alors, c'est des doubles ou triples niveaux en quoi? En maternelle ou sur En d'autres? maternelle, là, oui. Oui. Je pense qu'une première chose, ce qui est chouette, c'est si tout le monde peut faire en même temps. Mais ce qu'on observe, c'est quand même que d'une année sur l'autre, les enfants ne comprennent plus du tout les histoires de la même manière parce que les enjeux du quotidien changent énormément déjà entre la petite section, la moyenne section, la grande section. Et donc, les ponts qu'ils vont faire en redécouvrant les histoires vont être différents. Et ça, c'est très chouette à observer et même les enfants sont contents de l'observer. Ce qui est super en maternelle, c'est qu'ils adorent revoir les histoires. Ça leur fait extrêmement plaisir. Donc, que les moyens ou les grands redécouvrent l'histoire qu'ils ont vue en petite section l'année d'après avec les plus petits, c'est pas du tout un souci. Ils vont même pouvoir apprendre des choses aux autres. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et dans le guide, on a prévu des différenciations pour les plus petits et pour les plus grands. Comme ça permet aux plus grands d'approfondir et d'aller plus loin dans des nouvelles situations. Et ce que je peux ajouter ensuite, c'est qu'il y a une continuité du programme sur zamizen.fr avec un abonnement qui est spécial pour ceux qui ont le guide Nathan avec un prix réduit. Et il y a des nouvelles thématiques. Donc, si vous avez envie, parce que vous avez déjà bien exploré avec votre classe, que vous avez été tellement à fond, bon,
on trouve que le guide, vous allez voir, il est déjà bien complet sur 5 périodes. Mais si jamais vous avez envie de découvrir de nouvelles histoires, voilà, il y a d'autres choses qui sont proposées pour continuer ensuite, si vous en avez envie. Super, merci, ça donne de bonnes perspectives. Il y a une autre question qui a été posée en amont à l'inscription, c'était la question de savoir comment faire évoluer sa propre posture d'enseignant ou d'enseignante pour favoriser ses compétences psychosociales. Alors, sur les enjeux de posture, bon, il y a une première chose quand même, c'est que si vous faites les activités avec les enfants, et c'est une manière de découvrir en même temps qu'eux. Et nous, on a fait attention avec Marie de glisser dans le guide plein d'éclairages sur la posture. Une autre manière de faire évoluer sa posture, c'est de se former. Ça, c'est vraiment aller à des conférences, lisez. On vous mettra une bibliographie après le webinaire. Et puis, oui, si vous avez l'occasion de vous former aux compétences psychosociales pour en découvrir plus sur les enjeux de la posture, c'est vraiment super. Je pense que le point d'entrée, le point de départ, c'est vraiment découvrir en même temps que les élèves, en s'autorisant vraiment à découvrir à hauteur d'élèves, hein, à hauteur d'enfants. Et puis, vraiment conserver cette curiosité en même temps qu'eux. Développer cette curiosité pour ce monde des émotions, des relations. Alors moi, je rajouterais un petit point, c'est que déjà, tous les enseignants de maternelle, mais pas que, ont cette posture bienveillante qui aide au développement des CPS. Donc ça, ils l'ont déjà en fait, Jeanne. C'est génial. Une posture réflexive, souvent quand on va chercher plus loin et qu'on vient voir des ouvrages qui traitent des CPS et qui n'ont pas encore été traités avant, c'est qu'on a cette posture réflexive. Donc ils l'ont, tu vois, ils ont déjà énormément de choses. Et puis surtout, on a un rôle, une posture de facilitateur à travers les activités qu'on a proposées ou d'autres qu'on peut ajouter. Mais voilà, l'enseignant peut servir à ça aussi en lien avec le thème. Nous, on a appelé ça, là à l'esprit. On a appelé ça la posture du jardinier. Exactement. L'idée, c'est pas de faire pousser de force les compétences psychosociales des enfants, c'est de créer en fait un climat au sein de la classe, un climat favorable et de donner des occasions de développer la curiosité, d'expérimenter. En fait, simplement en donnant l'occasion aux élèves, on crée ce climat qui fait que les petites graines vont pousser et peut-être que peut-être qu'on verra les résultats pour certains très vite, peut-être que pour d'autres ça prendra plus de temps, mais on peut être confiant sur le fait que dès lors que les conditions favorables sont là, et effectivement Marie a raison, vous savez faire. Il y a tout ce qu'il faut pour que les enfants développent ces compétences dans de très bonnes conditions. Merci pour ces réponses. Peut-être une dernière question, il nous reste 1 minute. Bravo pour le timing de votre présentation. Une question qui a été posée aussi, c'était de savoir est-ce que tout ça, ça rentre dans les programmes en fait, tout ce que vous avez présenté. Je l'ai déjà pas mal développé sur une première partie, mais en plus, on a un projet de programme là qui vient de sortir. Alors attendez, parce que j'ai noté une phrase. Donc, on a une école attentive au développement global de l'enfant et donc, je cite, elle permet la construction progressive de compétences psychosociales. Donc là, cette phrase, elle est explicite. En fait, les CPS sont une finalité affirmée de l'école maternelle. Et puis, dans ces projets de programme, en plus, on a une partie sur le vivre ensemble avec coopération, entraide, respect des autres, les émotions, verbalisation, régulation, empathie, aussi pour le cycle de 1, pas que la maternelle. Estime de soi, et pensée critique, avec tout ce qui est débat, expression du juste, injuste, réflexion collective. Donc voilà, dans les projets de programme, même dans les anciens, il y avait les CPS, mais là, on est d'autant plus explicite maintenant à ce sujet. C'est une vraie base pour tous les autres apprentissages. Voilà. Super, merci beaucoup. Il est 16 h, donc je vous propose de clore ce webinaire. Merci encore à Marie et Iris voilà, pour tous les exemples très incarnés qu'elles ont donnés pendant ce webinaire. Je pense qu'on a pu prendre à peu près toutes les questions, mais si jamais en refaisant en reprenant les questions posées, on s'aperçoit qu'il y a des questions qui seraient restées sans réponse, donc on mettra en ligne une foire aux questions. Voilà, il me reste à remercier tout le monde d'avoir suivi ce webinaire. Ah oui, au début, donc à la question de la météo, on avait une majorité de 5.
Donc, il y avait grand soleil aujourd'hui sur le webinaire. Donc, j'espère que ce soleil voilà, continue à briller chez tout le monde. Donc, on va clore le webinaire. L'arrêt du système est parfois un petit peu soudain. Donc, voilà, je préfère vous prévenir. Et voilà, merci encore et très bon après-midi. Et puis, si vous souhaitez plus d'informations sur les produits de la collection, donc ils sont décrits en détail. On a une question aussi sur les prix. Sur le site matériel-éducatif.nathan.fr. Eh bien, merci encore d'avoir suivi le webinaire et à bientôt. Très bonne fin d'après-midi. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi.